Il est arrivé au gala avec sa nouvelle muse, les flashs des photographes se disputant l'éclat du couple. Mais lorsque la porte dorée s'est ouverte, la salle s'est figée. Hélène est entrée, enceinte, au bras d'un homme qu'il pensait avoir détruit pour toujours. Le sourire d'Antoine s'est effacé, sa coupe de champagne est tombée, et à cet instant, rien de ce qu'il avait bâti ne pouvait le protéger. Car lorsque la femme invisible décide de se montrer, aucune puissance au monde ne peut l'ignorer. Le gala annuel de la Fondation pour l'architecture était plus qu'un événement. C'était un sacre. Les plus grands noms de l'architecture et de l'immobilier parisien étaient là, entourés de colonnes de marbre, d'une lumière ambrée et de cartons d'invitation impossibles à obtenir. Antoine Dubois, le titan de la construction de luxe, a fait son entrée sous des applaudissements feutrés. À ses côtés, Chloé Lambert, jeune étoile montante, portait une robe dorée qui volait les regards. Les photographes crépitaient. Antoine saluait des ministres, des PDG, des jurés internationaux. Tout semblait sous son contrôle, jusqu'à ce que, entre deux toasts, les portes monumentales du grand salon s'ouvrent. Le son du quatuor à cordes a hésité une seconde. Hélène est entrée, son ventre de grossesse évident dans une robe vert émeraude, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Mais ce qui a véritablement plongé la salle dans le silence, c'est l'homme à son bras, Luc Richard, l'architecte qu'Antoine avait anéanti et que tout le monde croyait fini. Avant de devenir la femme capable de faire taire un salon entier, Hélène Fournier était le genre de personne qui passait inaperçue dans les grandes soirées, non par manque d'éclat, mais par excès d'humilité. Diplômée avec mention de l'école des beaux-arts, elle avait mis sa carrière en veilleuse lorsqu'elle était tombée amoureuse d'Antoine, qui n'était à l'époque qu'un rêveur avec plus de dettes que de projets. Pendant qu'il dessinait des gratte-ciel sur le papier, c'était elle qui gérait les comptes, préparait les présentations, organisait les tableurs et faisait couler le café pour les nuits blanches. Dans les interviews, Antoine remerciait toujours « la force invisible qui me soutient », sans jamais prononcer son nom. Hélène s'en moquait. Elle voulait construire quelque chose ensemble, un foyer, un chemin. Dans leur appartement, elle dessinait des meubles sur des serviettes en papier, s'occupait des plantes et choisissait même ses tenues de soirée avant les grandes remises de prix. Mais avec le temps, l'architecture de leur mariage était devenue exiguë. Antoine avait commencé à prendre des décisions seul, à changer la décoration sans la consulter, à rentrer tard en justifiant tout par la stratégie. Elle essayait de ne pas interférer. Elle se disait que ce n'était qu'une phase. Et puis, la nouvelle est tombée. Le test était positif. Hélène, seule dans la salle de bain, a pleuré de joie. Elle a imaginé le lui annoncer lors d'un dîner tranquille, a acheté un cadre pour l'échographie, a répété son discours devant le miroir. Ce soir-là, elle a posé le cadre sur la table, à côté de son vin préféré. Antoine a jeté un œil, a souri du coin des lèvres et a dit « Tu es sûre, maintenant ?» Elle a dit oui. Il a répondu que c'était un cadeau inattendu. Mais il n'a pas touché le cadre, ni son ventre, ni le sujet. Les jours suivants, les réunions se sont multipliées, les sourires ont disparu et les dîners se sont transformés en silence. Elle pensait que c'était peut-être le choc, qu'avec le temps il s'y ferait. Mais c'est là, dans cet instant froid, à cette table sans conversation, que les premières fissures ont commencé à apparaître. Hélène ne le savait pas encore, mais la femme qui soutenait son empire était sur le point de découvrir ce qui arrive quand les fondations sont faites de silence. Ce qu'Hélène voulait n'a jamais fait la une des magazines. Elle ne rêvait pas de jet privé, ni de classement Forbes, ni de nuit dans des palaces. Elle rêvait de dimanches ensoleillés, d'un balcon avec un hamac, de l'odeur du pain chaud, d'un fils ou d'une fille qui grandirait dans le calme, d'un homme qui rentrerait à la maison non pas parce que c'était attendu, mais parce que c'était là qu'il voulait être. Depuis toute petite, Hélène dessinait des maisons. Mais ce n'étaient pas des manoirs, c'étaient des foyers. Elle croyait que l'espace où l'on vit en dit long sur qui l'on est. Elle voulait être le sol stable sur lequel quelqu'un pourrait construire des souvenirs. Et elle croyait, de toutes ses forces, qu'Antoine serait cette personne.
Les premières années, alors qu'ils partageaient encore un 2 pièces et rationnaient de la nourriture à la fin du mois, ils riaient facilement. Ils riaient même des factures en retard. Un jour, tout ça ne sera qu'un souvenir, disait-il. Et elle le croyait. Quand la première agence d'Antoine a fait faillite, c'est elle qui a appelé chaque client pour demander des délais. Quand il a été injustement poursuivi par un investisseur frustré, c'est elle qui a préparé les dossiers et l'a convaincu de ne pas abandonner. Elle croyait en son talent comme on croit en une promesse. Avec le temps, le succès est arrivé. D'abord un plus grand appartement, puis sa propre agence, puis les prix. On a commencé à l'appeler le visionnaire de l'architecture française. Hélène était toujours la femme à ses côtés, souriante, bien habillée, silencieuse. Elle ne voulait pas des projecteurs, mais elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Elle voulait être consultée, elle voulait être incluse. Quand elle a découvert sa grossesse, elle a cru que c'était une chance de repartir à zéro, que peut-être, avec un bébé, il se regarderait à nouveau comme avant, que peut-être il la reverrait comme une femme, une partenaire, une présence. Elle a acheté un journal de grossesse, a écrit sur les nausées, les attentes, les prénoms qu'elle préférait. Elle conservait les échographies dans des enveloppes parfumées, l'attendait au rendez-vous, même en sachant qu'il annulerait toujours à la dernière minute. Aux événements mondains, Antoine a commencé à se montrer seul, ou avec Chloé. L'excuse était toujours professionnelle. Chloé était l'avenir de l'agence, un esprit brillant. Mais Hélène voyait les regards de ceux qui savaient, et elle faisait semblant de ne pas voir. Elle se disait « c'est le stress, c'est la pression, il va changer ». Mais au fond, ce qu'elle voulait était trop simple pour ce monde si compliqué. Elle voulait que quelqu'un la regarde comme si elle était un foyer, pas une vitrine, pas un tremplin, pas un détail. Elle voulait à nouveau sentir qu'elle faisait partie de quelque chose, que sa présence n'était pas optionnelle. Et par-dessus tout, elle voulait que son enfant grandisse en voyant un amour véritable. Pas une façade, pas une pose pour les photos. De l'amour. Elle y croyait encore, mais tout ce qu'elle recevait, c'était le silence. Et peu à peu, Hélène a commencé à craindre une vérité qu'elle ne voulait pas accepter. Peut-être essayait-elle de construire un foyer sur les décombres de quelqu'un qui était parti depuis longtemps. Elle ne savait juste pas encore que ce qu'elle désirait, elle devrait le construire seule. Tout a commencé à changer subtilement. Antoine ne rentrait plus avant 10 heures du soir. Son téléphone se mit à vibrer en silence pendant les dîners. L'odeur d'un nouveau parfum sur sa chemise. Les excuses vagues. Les absences de plus en plus longues. « Tu travailles trop », lui dit-elle un soir. Il répondit par un baiser hâtif sur le front. « Tu sais comment est ce milieu, on ne peut pas s'arrêter. » Mais il n'y avait pas que le marché qui s'accélérait. C'était lui. C'était elle qui restait derrière. Dans le groupe familial, les tantes posaient des questions sur le bébé. Hélène répondait avec des cœurs et des émojis. Antoine se contentait de lire les messages. Lors de la visite du 3e mois, le gynécologue demanda « Et le père, il ne viendra à aucune consultation ?» Elle sourit, gênée, mentit sur un emploi du temps chargé. La vérité, c'est qu'Antoine ne posait plus de questions sur le bébé. Il ne demandait pas ce qu'elle voulait dîner. Il ne demandait pas comment elle se sentait. Un après-midi nuageux, en attendant l'ascenseur dans l'immeuble de son bureau, elle entendit 2 réceptionnistes chuchoter « Chloé va signer le nouveau projet seule. On dit qu'elle est devenue son bras droit, et son bras gauche aussi. » Rire, silence, quand Hélène entra. Chloé Lambert était jeune, brillante et savait manœuvrer en coulisses. Toujours très polie, toujours très présente. Trop présente. Hélène commença à comprendre. Elle était en train d'être remplacée non seulement en amour, mais dans la vie. Ses idées, autrefois débattues à la maison, apparaissaient maintenant dans des réunions sans que son nom soit mentionné. Des photos de Chloé aux côtés d'Antoine commencèrent à apparaître sur les sites d'architecture, les chroniques mondaines, les événements de gala. Un matin, en ouvrant le magazine de design auquel elle était abonnée depuis des années, elle vit le titre « Le couple du futur ». Antoine et Chloé redessinent l'horizon du pays. Son nom n'apparaissait même pas en bas de page.
Mais c'est en lisant la légende d'une photo que son monde intérieur se fissura. Chloé, la présence qui a apporté un nouveau souffle à l'Empire du Bois. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait été qu'une tâche dans la biographie de quelqu'un de plus grand. Mais elle se souvenait de chaque brique de cet empire, de chaque nuit blanche où elle avait soutenu Antoine, alors qu'il disait qu'il n'y arriverait pas, de chaque croquis griffonné sur la table de la cuisine. Maintenant, tout ce qu'elle avait aidé à construire était occupé, pire, remplacé, par quelqu'un de plus jeune, de plus brillant, de plus visible. Hélène se regarda dans le miroir, le ventre déjà rond, le visage pâle, les yeux cernés. Elle se reconnaissait à peine, et pourtant, elle n'abandonnait toujours pas. Elle préparait encore le dîner, écrivait encore des mots dans les poches de ses chemises, essayait encore de parler du prénom du bébé. Mais les réponses étaient toujours froides, toujours brèves, toujours en retard. Un soir, elle entra dans le bureau d'Antoine, essayant de lui montrer le journal de grossesse. Il était au téléphone, souriant à une photo qu'elle ne vit pas. Pas maintenant, Hélène, je suis débordée. » Elle sortit sans un mot et pleura pour la première fois depuis des semaines, non pas parce qu'il était distant, mais parce qu'elle commençait à réaliser, il était déjà parti. Son corps dormait encore à côté d'elle, mais son cœur habitait ailleurs depuis longtemps, et c'est dans ce silence épais, dans ce couloir sombre de sa propre maison, qu'Hélène commença à comprendre. Elle n'était pas seulement trompée avec une autre femme, elle était en train d'être oubliée. La confirmation ne vint pas par des mots, elle vint par des images. Hélène était à la maison, les jambes surélevées et une tasse de tisane tiède à la main, quand la télévision, à laquelle elle ne prêtait même pas attention, montra son visage. Antoine, souriant, élégant, aux côtés de Chloé. Le titre affiché à l'écran lui glaça le sang. Gala de l'architecture, Antoine Dubois confirme son partenariat et sa relation avec Chloé Lambert. Le reportage montrait des images d'eux arrivant ensemble aux événements pré-gala, dîners, réceptions, interviews. Leur éclat commun était indéniable. Chloé portait un tailleur minimaliste, moderne. Il disait « C'est elle qui redessine ma vision de l'avenir ». Il n'y eut pas une ligne, pas une mention, pas un geste envers la femme avec qui il avait partagé une décennie de vie. Pas un mot sur l'enfant qu'elle portait. Hélène laissa la tasse glisser de sa main. Elle ne tomba pas par terre. Elle se renversa simplement sur le plaid qui couvrait ses jambes. Elle ne bougea même pas. Le lendemain, le groupe de discussion du bureau fut mis à jour. À partir de cette semaine, Chloé occupera la direction créative du pôle principal. Hélène lut cela comme une signature finale. Antoine ne l'avait pas effacé d'un coup. Il l'avait fait en silence, petit à petit, comme quelqu'un qui repeint sa maison et espère que personne ne s'en aperçoive. Lors de l'échographie de routine, la médecin sourit. « Votre compagnon n'est pas venu cette fois encore ?» Elle répondit par un sourire automatique. « Il voyage beaucoup. » C'était un mensonge. Antoine était à Paris. Dans une interview pour le magazine Le Moniteur, il parlait de maternité urbaine avec Chloé à ses côtés. Hélène quitta la clinique avec l'enveloppe à la main. À l'intérieur, l'image du bébé avec le visage déjà visible. De petites lèvres. Un nez comme le sien. Le cœur battait fort. Au moins là-dedans, quelqu'un était encore avec elle. À la maison, l'atmosphère était silencieuse. Dans la cuisine, les flûtes à champagne du mariage étaient encore rangées. Sur l'étagère, des photos d'eux à des expositions, en voyage, à des remises de prix. Mais tout semblait appartenir à une autre vie. Ce soir-là, elle essaya de parler. Elle lui montra l'image de l'échographie. Antoine la regarda à peine. Très mignon. « Je te rappelle plus tard ? Je suis en train de régler des contrats avec l'attaché de presse. » Et là, elle comprit. Il ne s'agissait pas de trahison, il s'agissait d'abandon. D'être traité comme un poids, comme un vieux meuble, comme une architecture dépassée. Hélène ferma lentement la porte de la chambre, mais à l'intérieur quelque chose se brisa avec fracas. Elle s'allongea sur le sol de la chambre du bébé, qui n'avait même pas encore de meubles. Des cartons empilés, un tapis à dérouler, aucune couleur sur les murs. Elle pleura en silence, non pas comme quelqu'un qui souffre, mais comme quelqu'un qui fait face à la mort de quelque chose d'invisible.
la fin d'une histoire que personne n'avait annoncée, mais qu'elle était forcée d'accepter. Le lendemain, la couverture du principal magazine d'architecture du pays arriva à la loge. Elle y était abonnée depuis 5 ans. Elle l'ouvrit comme on arrache un pansement. En couverture, Antoine et Chloé riant, les bras croisés devant une maquette en verre. Dans l'éditorial, la nouvelle ère de l'architecture française est menée par des esprits jeunes, audacieux et passionnés. Elle referma le magazine, se leva lentement, se dirigea vers la salle de bain, se lava le visage, se regarda dans le miroir. Son regard n'était plus le même. Il n'y avait pas de haine. Il y avait du vide. En fin d'après-midi, une amie proche appela. « Chloé a posté aujourd'hui. Elle a dit qu'Antoine lui préparait une surprise pour le gala, tu as vu ?» Hélène la remercia et raccrocha. Elle entra dans la chambre. Là, suspendue au coin de la porte, il y avait toujours la robe vert émeraude. Elle l'avait achetée des mois plus tôt, pour leur anniversaire de mariage. Elle n'avait jamais eu l'occasion de la porter. Elle s'assit à côté de la robe, caresse le tissu, pensa à la donner, pensa à la déchirer. Mais elle ne fit rien, elle resta juste là. Sur l'écran de son téléphone, une nouvelle notification. Antoine et Chloé confirment leur présence en tant que couple au Gala de l'architecture, le plus grand événement de l'architecture française. L'événement qu'elle avait aidé à créer des années auparavant. L'événement dont elle n'était plus qu'une ombre. Elle eut envie de crier, de l'appeler, mais elle ne le fit pas. Pas un son. Hélène passa une nuit blanche, non par chagrin, mais par lucidité. Elle comprit enfin qu'Antoine ne la quittait pas. Il la démantelait, et elle, par amour, l'avait laissé faire. Le lendemain matin, Hélène ne se leva pas avec le réveil. Elle laissa le soleil entrer par la fente du volet et lui brûler le visage sans pitié. Dehors, le monde suivait son rythme, klaxons, pas, annonces de livraison. Mais à l'intérieur de l'appartement, le temps semblait suspendu, comme s'il avait oublié de l'inclure. Elle se dirigea vers la cuisine sans fin, prit une tasse, fit chauffer de l'eau mais n'y mit rien. S'assit à table, fixa la vapeur tiède, attendant que quelque chose se passe. Rien ne se passa. Le téléphone était sur le comptoir. 23 messages non lus, aucun d'Antoine. Notifications d'événements, de campagnes sociales, d'amis lointains. Elle faisait défiler l'écran sans attention, comme si elle se cherchait quelque part entre les lignes. À midi, elle essaya de manger un fruit, prit 3 bouchées et s'arrêta. N'en connaissait pas le goût. Alluma la télévision pour avoir du bruit, mais l'éteignit 5 minutes plus tard. Les images semblèrent se moquer d'elle. Vie parfaite, couple souriant, appartement décoré comme ceux qu'elle dessinait. L'après-midi, elle essaya d'organiser la chambre du bébé. Ouvrit l'un des cartons et trouva un pyjama jaune avec un motif de nuage. C'était le premier qu'elle avait acheté. Prit le tissu, le pressa contre son visage et sentit un sanglot sec lui échapper, sans sursaut, comme si son corps avait déjà accepté le deuil d'une vie qu'il n'aurait pas. Elle s'assit par terre, adossée au mur. Y passa des heures. La robe vert émeraude était toujours suspendue à la porte. Observait le tissu qui se balançait légèrement avec le courant d'air. Pensa à toutes les fois où Antoine avait dit qu'elle était forte, qu'elle supportait tout. Mais personne ne demande si la forteresse a aussi froid à l'intérieur. Vers 7 heures, on sonna à la porte. Elle sursauta. Personne n'avait prévenu de sa venue. Ouvrit avec prudence. C'était le gardien avec un colis, un livre d'architecture récemment publié. En dédicace, juste une carte écrite à la main. Quand tu te souviendras de ce dont tu es capable, le monde s'en souviendra aussi. LR. Elle lut, relut. LR, Luc Richard, l'architecte qu'Antoine avait écarté du marché des années plus tôt, l'homme qui avait disparu après un scandale étouffé. Hélène ne l'avait pas vu depuis longtemps, mais elle se souvenait bien de la façon dont il parlait calmement, de la façon dont il la traitait comme quelqu'un ayant ses propres idées. Elle s'assit sur le canapé avec le livre sur les genoux. Dans l'enveloppe, il y avait l'impression d'un email d'un expéditeur personnel. Objet, si tu as besoin de respirer, il y a de la place ici. Hélène ne répondit pas immédiatement. Elle fixa cette phrase comme on regarde une sortie de secours pour la première fois.
Cette nuit-là, elle s'endormit avec le livre sur les genoux. Pour la première fois depuis des semaines, elle rêva de quelque chose qui n'était pas lui. Le lendemain matin, elle ouvrit l'email, commença à écrire, effaça, réessaya. Écrivit seulement « Je ne sais pas encore quoi faire, mais merci de te souvenir que j'existe ». 3 heures plus tard, il répondit « Personne ne t'a effacé, Hélène. Ils ont juste fait trop d'ombre. Quand tu voudras voir la lumière, dis-le-moi. Il y a un atelier ici, à ton nom. » Les larmes coulèrent avec force. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement, parce que quelqu'un, quelque part, la voyait encore. Les jours suivants, elle commença à sortir pour marcher. Elle n'avait pas besoin de grand-chose, juste du mouvement. Chaque pas semblait repousser un peu d'angoisse. C'est l'un de ces matins, assise sur un banc dans un parc, qu'elle remarqua un enfant jouant seul dans le sable. La mère, à côté, lisait un livre, tranquille. La scène était banale, mais chez Hélène, elle alluma quelque chose. Elle voulait ça, la paix avec son enfant, la paix avec ce qui restait d'elle. Elle rentra chez elle et ouvrit le dossier contenant les anciens projets d'architecture sociale qu'elle avait dessinés des années plus tôt. Parmi les croquis, elle en trouva un qu'elle n'avait jamais montré à personne. Maison de reconstruction, pour les mères qui recommencent. C'est là qu'elle comprit. Elle existait toujours, pas comme une ombre, mais comme une graine. Antoine ne l'avait pas tuée, il ne l'avait simplement pas arrosée. Mais maintenant, elle apprendrait à fleurir seule. L'email de Luc resta ouvert à l'écran pendant des jours. Hélène relisait la même phrase, comme si les mots pouvaient devenir un abri. « Il y a un atelier ici, à ton nom ». Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais quelque chose en elle pulsait. Une envie de sortir, de voir le soleil frapper un autre endroit, de sentir qu'il y avait encore un sol sur lequel marcher. Le vendredi après-midi, elle écrivit une courte réponse. « J'accepte l'invitation. J'ai besoin de respirer. » Luc répondit en moins d'1 heure avec l'adresse d'un entrepôt restauré près du canal Saint-Martin. « Je passe te prendre à 10 heures, sans hâte, sans pression. » Elle hésita. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas préparée pour autre chose qu'une consultation médicale. Mais ce matin-là, elle choisit un chemisier léger, noua ses cheveux en un simple chignon et utilisa le rouge à lèvres couleur terre qui était oublié au fond d'un tiroir. Quand Luc arriva, elle était à la porte. Il descendit de la voiture sans se presser, sans lunettes de soleil, sans garde du corps, sans affectation. « Bonjour, Hélène. Bonjour. On y va ?» Elle hocha la tête et y alla. Le trajet jusqu'au canal fut silencieux, mais confortable. Il ne posa aucune question, se contenta de mettre une musique instrumentale douce et laissa le silence faire ce que les mots ne pouvaient atteindre. L'entrepôt était ancien à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était un autre monde. De hauts plafonds, d'immenses fenêtres, des tables en bois marquées par l'usage, et des gens qui créaient, discutaient, riaient. « C'est mon nouveau projet, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est ? Un espace pour recommencer. Architecture accessible, projets sociaux avec des mères célibataires, des jeunes de banlieue, des gens qui ont été laissés de côté. » Elle marcha lentement dans l'espace. Au mur, des croquis de petites maisons, mais pleines de dignité. Dans un coin, une maquette d'un village durable. Sur un tableau blanc, des phrases écrites à la main. « Le monde change quand les fondations changent. » Luc l'observait en silence. Elle s'arrêta devant un plan. C'était simple. 2 chambres, une cuisine ouverte, une terrasse. « C'est toi qui l'as dessiné ?»« Non, une jeune fille de 19 ans. » C'était la première fois qu'elle tenait un crayon technique. Hélène sentit sa poitrine se gonfler. Elle ne savait pas qu'elle avait besoin de voir ça. Des gens qui commençaient, des gens qui étaient écoutés. Elle-même qui était vue. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Luc prit une seconde. « Parce que je sais ce que c'est d'être effacé par quelqu'un qui avait juré de vous élever. » Elle retint son émotion comme on tient un verre fragile. Ils restèrent là, à regarder les dessins, les esquisses, les sourires des autres. « Tu veux rester un moment ici ?»« Pour faire quoi ?»« Ce que tu veux. Dessiner, observer, réapprendre. » Elle ne répondit pas. Mais le lendemain, à 9h30, elle était de retour. Dans les semaines qui suivirent, Hélène dessina comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Au début,
les mains tremblantes, puis les idées, puis le courage. Elle recommença à avoir faim, recommença à rire de temps en temps, recommença à écouter de la musique à la maison. Elle commença à monter la chambre du bébé avec plus que des cartons. Elle y mit un fauteuil, un mobile, une étagère. Un mardi après-midi, elle reçut un message du gardien. « Il y a une livraison pour vous. Pouvez-vous descendre ?» C'était une boîte avec le logo du magazine d'architecture. À l'intérieur, le numéro du mois et une lettre. « Ton absence crie plus fort que n'importe quel titre. Reviens à l'existence. Le monde a besoin de toi. LR. » Elle serra le papier contre sa poitrine. Peut-être que pour la première fois depuis des mois, elle savait ce qu'elle voulait faire. Ce n'était pas se venger, c'était se souvenir. Elle regarda la robe vert émeraude sur le cintre. Elle était toujours là. Mais maintenant, c'était elle qui décidait quand et comment la porter. Le premier jour, elle se contenta d'observer. Les autres architectes se déplaçaient avec empressement, échangeaient des idées, griffonnaient sur les murs avec des feutres, improvisaient des solutions avec du ruban adhésif. Hélène marchait entre les tables comme on foule une terre nouvelle, en respectant le terrain. Le deuxième jour, elle s'assit à un comptoir, ouvrit un carnet et commença à dessiner des formes. Pas des maisons, des sentiments, des traits lâches, sans règles, comme quelqu'un qui s'écrirait une lettre à soi-même. Luc passa, jeta un œil au carnet, ne commenta pas. Il laissa juste un nouveau porte-mine à côté d'elle et continua son chemin. C'était ce genre de silence qui la guérissait. Une présence sans pression. La troisième semaine, elle demanda à réviser un projet en cours. Elle nota des suggestions sur le papier, corrigea des proportions, ajusta les accès pour les fauteuils roulants. En fin de journée, l'une des stagiaires, aux cheveux bleus et à l'accent du Sud, lui dit « C'est génial votre idée, personne n'y avait pensé. » Elle rit, doucement, comme quelqu'un qui ne fait pas encore confiance à son propre rire. En rentrant chez elle ce soir-là, elle s'arrêta devant le miroir et se regarda. Elle avait maigri. Les cernes n'avaient pas disparu, mais il y avait une nouvelle fermeté dans son regard. Dans le salon, le berceau était monté. Le tapis déroulé, les boîtes, enfin, vides. Elle posa la main sur son ventre déjà grand et murmura « Tu arriveras dans un monde où ta mère a recommencé à se voir. Ça, je te le promets. » Mais tous les jours n'étaient pas bons. Il y eut des matins où l'envie de disparaître revint. Des jours où voir Antoine à la une des journaux faisait encore mal. Quelques nuits où le téléphone vibrait et le cœur s'emballait pour découvrir que c'était une publicité. Il y eut des rechutes, des larmes au milieu de la douche, de la colère contre elle-même de ressentir encore son manque. Mais maintenant, elle ne se laissait plus aller comme avant. Elle reconnaissait le gouffre et s'arrêtait avant de tomber. Avec le temps, Hélène recommença à marcher avec plus d'assurance. Dans le projet social, elle devint une référence pour les nouveaux. Elle encadrait des jeunes, écoutait des idées, racontait des histoires d'erreurs et de réussite, sans statut. Sans titre, juste la vérité. Un après-midi, alors qu'elle expliquait une solution de ventilation transversale à un groupe d'apprentis, elle sentit la première fausse contraction. Elle rit toute seule. « Calme-toi, mon trésor. » Pas encore. Tout le monde rit avec elle. Elle, qui n'était plus l'épouse effacée d'un magnate. Elle était l'architecte revenu de ses cendres, sans faire de bruit. C'est dans cette atmosphère que Luc, un jeudi pluvieux, laissa une invitation sur sa table improvisée. « Tu devrais aller au gala, c'est dimanche. » Pas pour lui, pour toi. Elle fixa le carton comme on fixe une vieille blessure. Le gala de l'architecture. Le même où Antoine apparaîtrait avec Chloé. Le même où on ne l'attendait que comme une absence. Elle pensa à refuser. Pensa à faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais ce soir-là, seule à la maison, elle sortit la robe vert émeraude du cintre, lissa le tissu. Elle lui allait encore. Prit le fer, la repassa avec soin, non pas pour impressionner, mais pour se souvenir. Quand elle posa la robe sur le lit, elle se regarda dans le miroir. Elle était différente, fatiguée, enflée, mais vivante. Et plus importante encore, elle était entière. Non pas à cause d'un homme, mais malgré lui.
Le dimanche arriva avec un ciel clair, mais l'air portait encore le poids de la nuit pluvieuse. Hélène se réveilla tôt, se prépara une tisane à la cannelle et au miel, et s'assit en silence, les mains sur son ventre. Elle sentait ses pieds gonflés, sa colonne vertébrale fatiguée, mais son cœur était ferme. Elle ne savait pas si elle était prête, mais elle était disposée. Et c'était suffisant. Elle prépara la robe vert émeraude, remonta la fermeture éclair lentement, seule, ne cacha pas son ventre, ne mit pas de talons. Juste la robe, un simple chignon et un vieux rouge à lèvres bordeaux, sans masque, sans déguisement. Elle y allait telle qu'elle était, et c'était assez. À 19h15, la voiture de Luc se gara devant l'immeuble. Il descendit costume sombre, des chaussures usées à la pointe, non par négligence mais par l'usage. Quand elle sortit, il ne dit rien. Il ouvrit simplement la portière et lui offrit son bras. Elle accepta, sans cérémonie, sans attente. Le trajet jusqu'au lieu du gala fut silencieux. Elle regardait la ville défiler par la fenêtre comme on retrouve de vieilles connaissances. Des carrefours où elle avait pleuré, des cafés où elle avait rêvé, des rues où elle avait un jour cru que la vie suivrait un scénario différent. Le gala se déroulait dans un hôtel particulier restauré. Des lumières ambrées illuminaient l'entrée. Les photographes se disputaient les flashs. Antoine était déjà là, avec Chloé. Tous deux posant pour les projecteurs comme s'ils étaient en couverture d'un magazine, et ils l'étaient. Quand la voiture d'Hélène s'arrêta, personne ne le remarqua immédiatement. Mais dès que la portière s'ouvrit et qu'elle descendit, le monde sembla retenir son souffle. Une femme enceinte, pas seule, aux côtés d'un homme qui avait été effacé de la scène publique par ce même empire. Hélène et Luc. Le silence s'empara des marches. Les photographes, un instant, hésitèrent. Mais ensuite, les flashs commencèrent. Avec plus de force, avec plus de surprise, avec plus de vérité. C'est sa femme. Mon Dieu, c'est Hélène Fournier. Et celui-là, c'est Luc Richard. À l'intérieur du salon, le son du quatuor cessa. Les têtes se tournèrent, une par une, comme si quelque chose d'inexplicable se produisait. Antoine, aux côtés de Chloé, tenait une coupe. Quand il vit Hélène, la coupe tomba. Le verre se brisa contre le sol en marbre. Le bruit résonna plus fort que n'importe quelle mélodie. Hélène ne pressa pas le pas, ni n'hésita. Elle tenait fermement le bras de Luc. Chaque pas était une affirmation silencieuse. J'existe. Elle ne cherchait pas les applaudissements, ni la vengeance. N'attendait pas de scandale, juste une présence. La sienne. Chloé essayait de comprendre ce qui se passait. Elle regarda Antoine. Il semblait en transe, comme si la structure même de son récit s'effondrait là, devant tout le monde. Hélène traversa le salon, la posture droite. Elle reconnut des visages, dont beaucoup avaient fait semblant de ne pas la voir pendant des mois. Certains baissèrent le regard, d'autres chuchotèrent. Mais elle continua simplement. Ils s'arrêtèrent à une table dans un coin. Luc tira sa chaise. Elle s'assit, demanda un verre d'eau. Ses mains tremblaient, mais son regard était ferme. Antoine restait immobile. Chloé lui murmurait quelque chose à l'oreille. Il ne répondait pas. Quelques minutes plus tard, il s'approcha, seul, tendu, avec cette même démarche d'homme qui croit dominer n'importe quelle pièce. Il s'arrêta à quelques pas. Hélène, elle leva le regard, non pas avec fureur, avec clarté. Antoine déglutit. « Tu es venu ?»« Je suis venu. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais. » Il regarda Luc, puis son ventre, puis le sol. « On peut parler ?» Elle hocha la tête, se leva. Le suivit dans un couloir latéral, éclairé uniquement par des lampes discrètes. Personne ne les suivait, mais tout le monde observait. Antoine prit une profonde inspiration. « Hélène, je me suis perdu. Au milieu de tout ça. La carrière, l'image. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de te regarder, mais elle leva une main. Tu n'as pas arrêté de me regarder. Tu as choisi de regarder ailleurs. » Il garda le silence. « Je ne suis pas venu ici pour te juger, Antoine, ni pour t'humilier. » Alors pourquoi ? Pour me rappeler à moi-même que je ne suis pas un fantôme. Il détourna le regard. Tu as effacé ma présence avec un tel soin que ça semblait intentionnel.
Mais aujourd'hui, j'ai choisi d'apparaître. Et tu sais pourquoi? Il secoua la tête négativement. Parce que le monde entier pouvait m'oublier. Mais j'en ai eu assez d'y participer. Elle ouvrit son sac, en sortit une enveloppe. Le divorce. Sans exigence, sans cri, juste la paix. Antoine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Tu me détestes ?» Elle le regarda dans les yeux. « Non, j'ai juste arrêté de t'attendre. » Et à ce moment-là, elle n'était pas la femme abandonnée. Elle était la femme qui avait décidé de ne pas s'abandonner. Elle retourna dans le salon. Luc l'attendait, debout. Quand elle prit son bras, ils marchèrent ensemble sur la piste, sans se presser. Hélène sourit, non par provocation, par présence. Ce soir-là, elle n'a pas gagné le gala. Elle s'est gagnée elle-même. Le salon semblait suspendu. Il y avait de la musique, mais personne n'écoutait. Il y avait des lumières, mais tout tournait autour d'un seul point. Elle. Hélène retourna à sa table d'un pas calme, s'assit, respira, et but une gorgée d'eau comme si c'était un vin rare. Luc à côté ne disait rien. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était une présence, pas une absence. Antoine était toujours dans le coin du salon, avec l'enveloppe dans les mains, le regard perdu et une nouvelle coupe qu'il n'avait même pas touchée. Chloé l'observait avec une agitation nerveuse. Le sourire de magazine avait disparu. Les poses, démontées. « Tu vas faire quelque chose ?» demanda-t-elle. Antoine se contenta de secouer la tête. « C'est déjà fait. » Pour la première fois, il semblait petit, non pas par honte, mais par la confrontation avec son propre choix. Pendant ce temps, autour d'Hélène, les gens commencèrent à s'approcher, lentement, avec précaution, avec quelque chose qui frisait le regret. Une ancienne associée d'Antoine se pencha et dit « C'est bon de te revoir, Hélène. » Elle sourit, discrète. « En vérité, je ne suis jamais partie. J'ai juste été mise de côté. » Le commentaire flotta dans l'air comme une gifle silencieuse. Quelques journalistes chuchotaient près de l'entrée. Personne ne savait qu'elle viendrait. Et avec Luc Richard, ça change tout. Elle est enceinte, tu as vu? Enceinte. La photographe officielle hésita quelques secondes, puis cliqua. Le cliché qui paraîtrait sur tous les portails le lendemain. Non pas de scandale, mais de force. Les réseaux sociaux commencèrent à bouillonner. Elle est revenue. Elle n'est jamais partie. C'est elle, l'événement. Je ne savais pas qu'une présence pouvait faire taire un salon entier. Cette femme n'a rien besoin de dire, juste de marcher. Pendant ce temps, Antoine s'assit, seul à l'une des tables du fond. Il fixait l'enveloppe comme on tient un miroir. Chloé essayait de garder la pose. Lui touchait le bras, parlait à voix basse. Mais il répondait à peine. Le contrôle lui glissait des mains. Et pour la première fois, il ne savait pas comment inverser la tendance. Hélène ne le regardait pas, non pas parce qu'elle voulait provoquer, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de valider quoi que ce soit là. Elle parlait avec d'autres architectes, commentait un projet de logement social, montrait sur son téléphone la photo de la maquette avec des plantes qu'elle avait aidé à réviser. Les gens écoutaient, non par pitié, mais par respect. C'était comme si tout le monde voyait d'un seul coup ce qu'ils avaient ignoré pendant des années, qu'Hélène n'était pas un second rôle. Elle était la structure, elle était la base, elle était les fondations. Au milieu de la nuit, l'une des commissaires de l'événement s'approcha. « Hélène, désolée, mais il faut le dire, ta présence ici change tout. » Elle rit. « Mon absence avait déjà tout changé. C'est vous qui avez mis du temps à vous en rendre compte. » La phrase ne fut pas dite avec rancœur. Elle fut dite avec une sérénité tranchante, comme seule peut en avoir celle qui a survécu à l'effacement. Le salon, autrefois rempli de vanité, s'inclina devant quelque chose de nouveau, devant une sorte de dignité qui ne s'impose pas, mais qui s'impose quand même. Et lorsque les organisateurs annoncèrent les noms pour la prochaine série de projets internationaux, l'un d'eux surprit. Nous souhaitons inviter Luc Richard et Hélène Fournier à représenter la France à la rencontre latino-américaine d'architecture sociale. Antoine, depuis la table du fond, baissa les yeux. Il avait perdu, pas seulement une femme, mais tout ce qu'elle soutenait, la vision, le soutien, la vérité.
Chloé tentait de cacher son malaise. Le glamour ne tenait plus. Elle réalisait enfin qu'elle avait conquis une scène, mais qu'il n'y avait pas de véritable structure derrière. Hélène, au contraire, paraissait de plus en plus solide. Même enceinte, même fatiguée. Elle n'occupait pas l'espace, elle soutenait une présence. Peu avant minuit, elle et Luc se levèrent pour partir. Ils ne voulaient pas rester jusqu'à la fin. Ils avaient déjà tout dit, sans rien dire. En passant par le hall, un jeune architecte s'approcha et dit « Merci d'exister, vraiment ». Elle sourit, lui toucha l'épaule et répondit « Vous aussi, ne laissez jamais personne effacer vos traits ». Luc ouvrit la portière de la voiture. Elle entra lentement, ajustant son ventre. Il ne dit rien, mais quand elle regarda par la fenêtre le salon illuminé derrière elle, elle ne sentit pas de douleur, ni de nostalgie. Elle sentit une fin, et, avec elle, un recommencement. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like ici. C'est la façon la plus simple de me dire « Hé, continue, ça en vaut la peine ». Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je les lis tous avec attention et je tiens à répondre à ceux qui prennent un moment pour discuter avec moi ici. Si vous croyez au pouvoir des nouveaux départs et des histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées pour vous à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo.